Binge Audio présente Salut chers auditeuristes, c'est Camille Test. Souvenez-vous, il y a 10 ou 15 ans, on assistait à des débats enflammés au sujet des applications de rencontres. Il y avait la team des horrifiés qui s'inquiétaient de la fin du romantisme, les personnes qui y voyaient un moyen pratique de s'envoyer en l'air, les pragmatiques pour qui, au fond, une rencontre, c'est une rencontre, et puis les gens qui déclaraient qu'ils n'assumeraient jamais d'avoir trouvé la personne de leur vie par ce biais. Une décennie plus tard, les apps de rencontres, que ce soit pour s'aimer ou pour baiser, sont clairement rentrées dans nos usages. Il s'agit aujourd'hui du premier lieu de rencontre amoureuse. Évidemment, ces applications contribuent à forger de nouvelles manières de se séduire et de s'aimer. Mais est-ce vraiment une bonne chose ? Mon invité du jour s'est posé la question et s'est penché sur un cas d'école, l'application Grindr. Grindr, c'est une plateforme plutôt destinée aux hommes gays, bi ou plus généralement queer, disponible presque partout sur la planète. Les usagers français en sont particulièrement friands puisque nous sommes dans le top 3 des pays qui comptent le plus d'utilisateurs. Que vous en fassiez partie ou non, ce sujet vous concerne forcément. Grindr est en quelque sorte le miroir grossissant d'une culture des apps qui nous influence peut-être plus que ce que l'on ne croit. Alors quels sont les effets réels d'applications de rencontres comme Grindr ? Comment impactent-elles notre santé mentale ? Que dit leur succès de notre société et devrions-nous les garder ou bien les supprimer ? Ces questions, je vais les poser à Thibault Lambert. Bienvenue Thibault. Salut. Thibault, tu es journaliste au Parisien. Tu es aussi membre de l'association des journalistes lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes, l'AJL. Et tu as publié en 2025 Ce que Grindr a fait de nous aux éditions JC Lattès. C'est ton premier bouquin. Comment tu as décidé de parler de ça ? Comment t'es venue cette idée ? Ça vient d'abord d'une expérience personnelle en fait, d'un propre ressenti. Moi-même, une lassitude des applis, une lassitude de Grindr après 10 ans d'utilisation. Un sentiment de tourner dans le vide, vraiment en fait, aussi bien dans les dates un peu classiques, c'est-à-dire pour potentiellement chercher une rencontre amoureuse, mais aussi dans les plans cul. C'est-à-dire au bout d'un moment cette espèce de lassitude, quoi, se rencontrer tout le temps des nouvelles personnes et puis on s'attache un peu et puis finalement on se revoit pas parce que la vie fait que chacun va qu'à ses occupations et que aussi on est tenté par toujours plus de nouveautés. Je trouvais aussi que Grindr avait un peu saboter l'image que je pouvais avoir de moi-même. Et donc, j'ai jeté un peu un regard en arrière. Je me suis dit, mais en fait, ça fait quand même... À ce moment-là, j'avais 27, 28 ans. Je me suis dit, mais ça fait quand même 10 ans que je l'utilise, quoi. Et j'ai fait la plupart des rencontres par ce biais-là, par cette application. Et je me suis dit, cette application, elle n'est pas anodine parce que elle est constitutive de mon histoire, de mon entrée, comme je dis dans le livre, en homosexualité, c'est-à-dire que je l'ai installée à 17 ans, pile au moment où elle commençait à exploser en France, donc vers 2012-2013. Et donc je me suis dit, c'est intéressant en fait de voir cette application, ce qu'elle a fait à la communauté gay et des hommes queer de manière générale, comment on s'en est emparé, puisque elle est hégémonique. Et ça, c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé avant. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des sites internet, mais une offre assez éclatée, assez répartie. Il n'y avait pas un nom qui sonnait comme une évidence. Maintenant, Grindr, c'est 13 millions et demi, 14 millions d'utilisateurs actifs par mois. Concrètement, on n'a jamais rassemblé autant d'hommes queer au même endroit, sur une même plateforme. Et donc forcément, il y a une certaine homogénéité des usages, des comportements, du mimétisme, des gens qui sont dominants puisqu'ils sont dans la norme, des gens marginalisés. Et voilà, je trouvais que c'était intéressant de raconter tout ça en m'appuyant sur mon expertise, des témoignages et des travaux universitaires. Ouais, je pense que c'est important pour les gens qui sont pas forcément queer, et à fortiori qui sont pas des hommes queer, de se représenter que c'est une application qui est dans les usages parfois quotidiens. En réalité, il n'y a pas d'hommes queer qui ne connaissent pas cette plateforme, il me semble. Est-ce que toi, quand tu as écrit ce bouquin, en parlant autour de toi à des gens qui n'étaient pas des usagers, des usagères, je pense par exemple, à des publics hétéros, est-ce que les gens se représentaient vraiment ce que c'était ou tu as eu l'impression que ça a été une découverte pour beaucoup de gens en dehors du milieu, je dirais ? Je pense que c'est un peu des deux, c'est-à-dire que les gens savaient un peu
ce qu'était Grindr, mais en fait ils savent ce qu'est Grindr que parce qu'on veut bien leur raconter. Et en fait je trouve que très souvent, du coup ça c'est les hommes queer, les hommes gays qui racontent aux hétéros ce qu'est Grindr, racontent que la phase un peu marrante et gomme l'aspect moins reluisant, gomme les heures qu'on peut passer dessus, les 3 heures qu'on peut passer à scroller un samedi après-midi dans l'espoir de trouver un plan cul, et qu'en plus derrière, à la fin on a la flemme et on ne fait rien et on se sent mal d'avoir fait ça. Ça c'est peu raconté en l'occurrence. Mais c'est vrai que quand on raconte à un public hétéro, enfin moi je le vois par mon expérience et aussi de par ce qu'on m'a raconté, c'est que si on raconte par exemple surtout à des femmes hétérosexuelles, les yeux sont grands écarquillés, quoi. C'est-à-dire qu'en fait on leur raconte un espace de liberté sexuelle totale, sans faux semblant, où on peut, en fait, et on leur raconte aussi, à travers en fait cette expérience de Grindr, on leur raconte une culture. Bien sûr. On leur raconte une culture de la sexualité qui est propre à l'homosexualité masculine, donc anonyme et clandestine. Enfin, c'est l'héritage, en fait, qu'on en fait et qu'on est encore dedans aujourd'hui, c'est-à-dire la capacité de voir quelqu'un sur une appli et en 15 minutes, si on veut, on est chez lui et on baise. Et après, on se dit au revoir et on se revoit jamais. Et ça fascine les hétéros. Je veux bien que tu décrives pour des gens qui n'auraient jamais vu cette plateforme, qui se seraient jamais connectés, à quoi ça ressemble concrètement ? Comment quand tu prends ton téléphone, tu ouvres ton appli, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu vois ? Alors, quand tu ouvres ton appli, on te demande quand même de t'inscrire. Ça n'a pas toujours été le cas. Au tout début, on n'y avait même pas besoin de renseigner une adresse mail. Une fois qu'on a créé son compte, on arrive et on a une espèce de plateforme. Enfin, on a un écran qui s'affiche tout noir. L'interface, elle est noire et jaune. Et c'est un ensemble de vignettes. C'est comme un échiquier, en fait. Et vous voyez des profils disposés selon l'ordre de proximité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une appli géolocalisée. Et contrairement à, par exemple, on pourrait se dire Tinder, Bumble, qui utilisent la géolocalisation, mais disons une géolocalisation pas très 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 précise, c'est-à-dire qu'elle va faire ressortir des profils dans un périmètre géographique qu'on définit, donc dans les 1 km, 2 km, 3 km, voilà, c'est large. Là, c'est vraiment qui sont les personnes à proximité immédiate de moi. Donc, quand on arrive sur la plateforme, disons que les vignettes en haut de l'écran, c'est les plus proches de nous, et il y a la proximité géographique affichée au mètre près. Donc on peut savoir si quelqu'un est à 32 mètres, par exemple, 150 mètres, etc. Ensuite, on peut scroller, descendre, et forcément, plus on descend, plus ça nous présente des profils qui sont éloignés. Après, quand on clique sur les profils, on peut voir des photos. Alors, c'est des photos qui peuvent être des photos souvent dénudées, torse nu, etc., mais pas explicites. Ça, c'est interdit d'afficher... Ouais, donc des parties génitales. Voilà, des parties génitales de but en blanc. Par contre, chaque utilisateur peut avoir un album privé, où là, on peut mettre les photos qu'on veut. Donc des photos dénudées, les parties génitales, des extraits de sextape, par exemple, etc. Et après, on peut ouvrir l'album privé aux utilisateurs qu'on veut. On peut aussi se présenter très souvent selon la taille, le poids. On peut se présenter aussi beaucoup selon les préférences sexuelles et les rôles sexuels. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare, en fait, de voir sur un profil 1m73, 63 kg, actif. Actif, ça veut dire pénétrant dans le rapport, ou passif, à l'inverse, pénétré, ou versatile, les deux. Et après, on peut se décrire aussi en, je crois, moins de 300 caractères, quelque chose comme ça, j'ai plus les chiffres exacts. Et ça collait des tonnes d'étiquettes qui renvoient à des cultures, à des catégories en fait de l'homosexualité masculine ou à des préférences sexuelles. Donc, je sais pas moi, twink quand on est jeune, oral si on aime les fellations, uro, kink, je sais pas. Et enfin, pas des moindres non plus, on peut renseigner sa catégorie ethnique. C'est un peu comme ça que le dit Grindr. Donc, si on est caucasien, si on est un homme du Moyen-Orient, là je prends les termes de l'appli, hein. Et on peut aussi afficher son statut sérologique. Donc si on est porteur du VIH, si on l'a pas, et si on l'a pas aussi notre moyen de prévention. Donc préservatif, PrEP, et aussi notre dernier dépistage. Tu peux expliquer la PrEP en 2 mots ? La PrEP, c'est la prophylaxie
pré-exposition, c'est un traitement qu'on prend avant et après un rapport sexuel pour ne pas contracter le VIH. Alors de cette plateforme, ça dit plein de choses, en fait, ce que tu viens de décrire très concrètement. L'une des choses que tu racontes au début de ton livre et que j'ai trouvé incroyable, c'est que pour la première fois, toi tu racontes par exemple que tu as une expérience où tu as grandi en tant qu'homme gay, plutôt éloigné des grands centres urbains, et tout à coup, tu te connectes à l'appli et tu te rends compte qu'en fait, des personnes gays, il y en a plein autour de toi, des personnes queer, il y en a plein autour de toi. Donc ça, c'est un truc que je trouve plutôt fou. Quand on grandit en personne queer, on a souvent l'impression d'être seul, ou on peut se sentir seul, et tout à coup, non, l'appli, elle te montre qu'en fait, des queers, il y en a partout, quoi. Alors plein, j'irai pas jusque-là, parce qu'il y en avait pas non plus pléthore, mais oui, c'est vrai qu'il y en avait. Et ça, déjà, c'était quelque chose de formidable à découvrir. C'est-à-dire que on grandit, j'ai grandi, moi, en me forgeant cette conviction à laquelle je croyais, même si je savais que, ça pouvait pas être possible, mais j'y croyais fort, que j'étais le seul gay dans ma commune rurale, dans mon lycée. Mais forcément, c'était pas vrai. Je pense pas, mais faute de démonstration du contraire, au bout d'un moment, j'ai fini par le croire. Je me disais, mais je suis tout seul, quoi. Il y a personne qui se tient la main dans les rues, personne s'affiche ouvertement. Il y a rien, en fait, quoi. Et moi, j'avais traîné sur des forums avant Grindr qui s'appelaient par exemple Zagay. Et en fait, les queers du département, ils étaient parfois super loin, en fait. Il n'y avait pas de géolocalisation. Et donc le fait d'installer Grindr, moi, à 17 ans, dans ma chambre, sur ma tablette, là, je vois d'un seul coup qu'il y a des vignettes, des profils, et je me dis, oh là là, mais en fait, je suis pas tout seul. Il y en a, ils sont à 2 kilomètres, par exemple. Je me dis, il y a des gays dans ma commune. Et ça peut paraître anodin, mais c'était une découverte énorme, parce que je me suis dit, je suis pas tout seul, je ne suis pas une anomalie statistique. Et c'est juste qu'en fait, les gens, ils vivent plutôt cachés, ils sont plutôt discrets, ils sont fondus dans le territoire. Et c'est un peu la magie de ces applications au départ, géolocalisées, c'est qu'elles révèlent l'homosexualité qui s'est fondue dans un territoire. Je pense que c'est important de préciser pour des personnes qui seraient hétéros ou pas en position de minorité sur ces questions que, en fait, ça change tout et que ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou parce que faut voir le contexte. 17 ans, ça veut dire que moi, j'ai déjà passé à ce stade au moins 5 ans à me découvrir gay, PD, et 5 ans, du coup, à vivre caché, mais aussi à scruter avec une très très grande vigilance le moindre signe qui pourrait me prouver qu'un camarade de classe, de collège, pourrait l'être aussi, par exemple. Donc c'est vraiment une quête désespérée de ne pas être seul, une quête désespérée de trouver un semblable quelque part. Et donc Grindr arrive et répond à cette demande, en fait, de dire, mais en fait, ça y est, ils sont là, je suis pas tout seul, quoi. Et donc ça répond à un certain désespoir aussi. C'est ça qui est triste, et c'est ça aussi qui témoigne de la puissance de ce genre d'application chez des adolescents de milieu rural, par exemple. Alors en 2004, Internet est devenu le 3e mode de rencontre gay après les saunas, les backrooms, les lieux de drague en extérieur. C'est ça que tu racontes. Tu dis aussi que Grindr, c'est moins une révolution qu'une mutation de ce qui existait déjà. Est-ce que tu peux nous raconter en quoi c'est plus une espèce de mutation ? Oui, en fait, moi je dis que Grindr, et c'est pas moi qui le dis, c'est, je me fais le relais des constatations des universitaires, mais que c'est un maillon de l'histoire homosexuelle plus qu'une révolution, en fait. Faut savoir que oui, du coup, les hommes gays, et les lesbiennes aussi, d'ailleurs, dès les années 2000, et les queers de manière générale, se sont très vite emparés du numérique, c'est-à-dire des rencontres médiées par le Minitel et après les sites internet pour se rencontrer, parce que c'est pas évident de se rencontrer dans la vraie vie, c'est pas évident de trouver au travail, par exemple, qui est queer et qui ne l'est pas, encore plus à l'époque, j'imagine. Donc il y avait déjà cette culture-là qui était en place, cette culture de se rencontrer en ligne par écran interposé, et il y avait précisément chez les gays cette culture qui est centenaire, voire plus, de se rencontrer de manière rapide, d'avoir
plusieurs partenaires, d'être multipartenaires, de se rencontrer de manière plutôt clandestine et anonyme, aussi bien dans les lieux publics que semi-publics, les pissotières, les jardins, les bords de rivière, les parkings. Il y avait aussi les bains-douches à une certaine époque. Dans les années 80-90, les bars gays, les backrooms, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cruising, c'est-à-dire en fait cette culture où on vient à un endroit pour sociabiliser, mais aussi pour consommer sexuellement, pour faire des rencontres sexuelles, et dans ce but-là. Et Grindr se veut le prolongement, en fait, et la transposition numérique de ça. En tout cas, c'est la volonté, je pense, de son fondateur. Parce que c'est l'idée de faire ce que Internet n'avait pas réussi totalement à faire, c'est-à-dire mettre vraiment en relation très très rapidement des hommes dans une proximité géographique. Et bon, sur Internet, avant le smartphone, c'était pas forcément évident parce que il fallait un alignement des planètes en fait pour se rencontrer très très vite et convenir d'un plan cul, dans l'heure. Il fallait que 2 personnes, elles soient en même temps derrière leur ordinateur et qu'elles habitent pas très loin. La géolocalisation et les smartphones viennent régler ces problèmes-là puisque on se balade avec le site internet dans la poche et du coup on peut faire des rencontres facilement. La géolocalisation en plus nous indique ceux qui sont à proximité immédiate, donc ceux qu'on peut rencontrer le plus vite possible. Et enfin il y a une transposition de cette culture du cruising parce que l'appli Grindr, on va pas se mentir, oui on peut rencontrer l'amour sur Grindr, oui on peut se faire des amis sur Grindr, mais l'implicite sexuel il est très fort. Le fondateur Joel Simkai, il voulait que ce soit surtout pour du cul au départ en fait. Et d'ailleurs dans l'architecture, dans la manière dont on se présente, j'ai parlé tout à l'heure, dès le profil on peut afficher ses préférences sexuelles, etc. Et même toute cette architecture en fait, c'est ce qu'on appelle le script technique, c'est-à-dire la manière dont elle est designer l'appli, ce noir avec ses pointes de jaune, ça rappelle quoi ? Moi ça me rappelle presque une rue avec un peu d'éclairage public. Vous voyez, donc ça renvoie à cet imaginaire de la rencontre un peu cachée, un peu fortuite, en pleine nuit, un peu dissimulée, quoi. Tu en as parlé un petit peu avec cette notion d'urgence. Tu dis que par exemple, l'appli peut pousser des petites phrases du genre « il n'est pas loin, vas-y, fonce », un truc un peu d'injonction à aller vite, quoi, qui, il me semble aussi, encore une fois, le prolongement de cette culture du cruising où on se rencontre à des endroits où potentiellement on peut être aussi en danger, donc il faut faire vite en quelque sorte. Ouais, il faut faire vite. Et d'ailleurs, la plupart, les utilisateurs, ils s'emparent de ça aussi, de cette culture-là, puisque pour ceux qui connaissent pas Grindr, il y a quand même beaucoup d'utilisateurs en phrase de description de profil, donc c'est-à-dire le truc qu'on voit, la petite phrase ou le mot qu'on voit dans leur vignette, c'est now. Donc maintenant. Et maintenant, c'est genre je cherche maintenant, quoi. Et now, du coup, ça veut dire je suis une opportunité et je cherche aussi une opportunité immédiate. Donc les gens, ils se sont saisis de ça, ils se sont saisis de cette urgence. Et c'est aussi pour ça, je pense que aujourd'hui, c'est un des problèmes, je pense, de l'application, c'est que on est beaucoup à être dans l'urgence, dans l'impatience de rencontrer quelqu'un, mais en même temps, il y a tellement d'offres qu'on se dit qu'on pourrait trouver mieux. Donc forcément, en fait, on est tiraillé entre les opportunités immédiates qui se présentent et l'idée de faire aussi une rencontre qui soit optimale, satisfaisante, qui corresponde le mieux à nos attentes. Alors, tu montres que Grindr est venu se proposer de régler certains problèmes ou de favoriser l'immédiateté, tu viens de le dire. À la fois, elle a aussi, c'est une application qui renforce des normes de domination préexistantes, par exemple, certaines injonctions corporelles, la taille du sexe, la nécessité d'avoir un certain corps, d'être désirable, dans lequel évidemment ça parlera à beaucoup de femmes qui écoutent ce podcast parce que c'est quelque chose qu'on partage, je pense. Est-ce que tu peux raconter, toi, qu'est-ce que ça t'a fait sur le rapport à ton propre corps ? Déjà, il faut se rendre compte que je suis arrivé sur Grindr et j'ai débuté ma vie sexuelle avec Grindr en étant déjà assez abîmé en termes d'image corporelle. J'ai passé une adolescence à complexer sur mon poids, à me comparer aux autres, à me comparer du coup aux autres mecs qui eux étaient hétéros dans les vestiaires et qui étaient sportifs, qui étaient bien gaulés, masculins, et moi plutôt petit, 1m60, donc déjà j'étais le plus petit de la classe, quasiment toute ma scolarité, et ce qui en plus chez moi me donnait l'impression que j'avais un déficit de virilité, et aussi
Pas gros, hein, pas du tout, mais un peu enrobé et pas forcément sportif, quoi. Donc j'arrive sur Grindr et là je me rends compte que quand même il faut être musclé. C'est le premier truc, je pense, que tu te dis quand tu arrives, surtout quand tu te connectes dans une ville comme Paris et que tu vois un peu l'échantillonnage de profils qui se présentent à toi, les photos, torse nu, etc. Tu te dis il faut quand même plutôt s'entretenir, quoi. Il n'y a pas une diversité des corps qui est folle. Après, voilà, on a tendance aussi à ne plus voir les corps qui sont différents de la norme et qui sont pourtant là. Mais ça, c'est un autre problème. Mais du coup, moi, très vite, j'ai eu plusieurs phases. J'étais jeune au départ, vers entre 20 et 24 ans. On est jeune, donc on est sollicité parce qu'on est jeune. Donc, on peut encore se dire que le physique, c'est pas tant un problème que ça, quoi. Parce qu'on cherche notre jeunesse. Ensuite, passé 24-25 ans, et puis le stress, les études faisant que j'avais pas forcément, je faisais pas forcément attention à mon poids et que j'avais pris un peu de poids à ce moment-là, je me suis rendu compte que je plaisais moins, que j'étais en quelque sorte un peu marginalisé parce que j'avais un peu de ventre, que j'avais pas d'abdos, que j'étais trop poilu à certains endroits, qu'on réclamait de moi que je sois... Ouais, vu que j'avais 25 ans, que je sois encore un peu plus mince que ça et un peu moins poilu aussi, quoi. Puisque finalement, le fait d'être costaud, bien en chair, viril, poilu, c'est plutôt réservé à des hommes, de ce que je comprenais, hein, qui ont à partir de 30-35 ans, en fait. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à me comparer sans cesse et à me dire sans cesse que j'étais repoussant. C'est le mot, c'est je suis repoussant. C'est on ne va pas pouvoir me désirer. Je suis indésirable. Et donc j'ai tout fait pour essayer de compenser ça. Je me suis mis au sport, je me suis mis à courir, je me suis mis à compter mes calories, je me suis mis à faire plus de 10 000 voire 20 000 pas par jour quand je courais pas, parce qu'il fallait que je compense en fait ce que je mangeais. Le moindre petit encas, c'était un nombre, c'était une centaine de calories à compenser par quelque chose d'autre. Et je me suis mis ensuite à la musculation pour essayer d'avoir développé un peu des pectoraux, pour rentrer dans des normes. Et malgré ça, aujourd'hui, même si je considère que je suis plutôt dans des normes, dans des standards en fait de physique, même si je suis pas non plus un athlète, j'ai encore tous ces réflexes qui me viennent dans la tête. Je suis pas désirable, je suis le moins beau de toute l'assemblée quand je rentre dans un bar, personne ne voudra de moi, et encore aujourd'hui j'ai ce rapport de culpabilité vis-à-vis de la nourriture, de culpabilité vis-à-vis du sport. Si je fais pas assez d'exercice physique, si je fais pas mes 10 000 pas par jour, je me sens pas bien, je m'auto-flagelle un peu, et dès que j'ai un écart, un encas, je sais pas, je prends un burger qui... on va dire, explose ma comptabilité de calories, en gros, je me sens mal et il faudra le compenser le lendemain ou le surlendemain. C'est tout ça aujourd'hui qui pollue mon cerveau, et je pense que Grindr a beaucoup participé à ça. Oui, et puis en fait, il est loin d'être une exception, puisque ce que tu montres, c'est que les hommes gays et bisexuels ont beaucoup plus de chances que les hommes hétéros d'avoir un rapport conflictuel à leur corps, qui évidemment impacte très négativement leur santé mentale. Tu montres aussi que s'il y a ce rapport-là, parfois une espèce d'exigence très normée du corps dans la culture gay, c'est aussi un peu en lien avec les années SIDA. Je veux bien qu'en 2 mots, tu nous expliques. Oui, alors en fait, avant même l'épidémie de VIH-Sida, il y avait déjà une apparition de ce qu'on appelle les clones. En fait, c'était des hommes gays qui un peu surjouaient la masculinité, la virilité hétéro. C'est d'abord arrivé aux États-Unis, donc très viril, quoi, très YMCA, en fait, très Village People. C'est les mecs un peu surmusclés, etc. Ça leur permettait à la fois de subvertir en fait en quelque sorte la virilité hétéro et pouvoir aussi passer inaperçu quand ils se sentaient en danger, parce que c'était une époque de persécution. Et après, à l'époque du VIH-Sida, on le sait, le VIH-Sida et ensuite les premiers traitements causaient des pertes de poids massifs, donc avoir un corps amaigri, sans muscles, avoir des masses graisseuses au niveau du ventre, etc., c'était signe de maladie, c'était signe de mauvaise santé. Donc à partir de là, il y avait aussi
un effet compensatoire qui était que beaucoup de gays, par exemple, se sont mis à développer, à prêter attention à leur corps, à travailler leur musculature pour pouvoir montrer qu'ils étaient en bonne santé. Et puis il y avait aussi toute cette culture médiatique, publicitaire, qui mettait en avant aussi des corps, on va dire, à la fois minces et musclés. Et ça, c'était un peu le paradoxe, mais il fallait, avoir une musculature, mais une musculature dans un corps fin et entretenu. Faut pas non plus être une armoire normande musclore, quoi, globalement. Et ça, après, ce sont des codes esthétiques qui ont perduré, qui se sont ancrés dans des fantasmes, dans des habitus, et qui ensuite ont fait qu'on en est encore là aujourd'hui, quoi. Et puis, ce que tu montres, c'est que sur Grindr, il y a un ton très affirmé quant à ce qu'on veut. Par exemple, si on veut pas d'une personne grosse, on le dit pas forcément comme ça, mais on va dire qu'on veut que des sportifs. Tu montres aussi que cette application a favorisé peut-être le fait de... tu racontes l'anecdote de quelqu'un qui va à un rendez-vous qui est pris sur Grindr, qui arrive devant la porte et la personne lui dit « Ah non, ça va pas être possible », il lui claque la porte au nez. Donc ce ton un peu finalement, où j'ai l'impression, en tout cas ce que tu dénonces ou ce que tu déplores, c'est qu'on prend pas du tout soin les uns des autres dans ce cadre-là. Ouais, en fait, les utilisateurs sont victimes de leur propre mécanisme au moment où ils enclenchent une rencontre. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire une bonne rencontre, les gens veulent s'assurer qu'ils vont avoir quelqu'un qui va leur plaire en face d'eux. Donc en amont, dans la discussion, il y a l'échange de photos obligatoire, l'échange de photos à la fois de visage, mais aussi de photos explicites, avec les parties génitales, etc. Et il faut détailler souvent dans le menu nos préférences sexuelles. Voilà. Du coup, à partir de cette discussion-là, on se représente un peu dans la tête. On a une idée un peu plus précise de la personne qu'on va rencontrer, avec qui on va avoir un plan cul, normalement, si tout se passe bien. Et forcément, quand on arrive devant la personne, s'il y a des écarts constatés, si on ne correspond pas aux photos, si finalement, ah mince, je repère que la dentition est pas super, j'avais pas vu ce détail, ah mince, finalement il est plus petit que je l'imaginais, j'avais pas vu le poids, ou que sais-je, des tonnes d'autres critères. Ça va pas être en mode bon, d'accord, je suis un peu déçu, mais bon, discutons quand même, voyons, peut-être que je peux passer outre. Non, très souvent, c'est bon, non, désolé, en fait, ça va pas le faire. Ça va pas correspondre, tu vas pas correspondre à la fiche, finalement, un peu que j'avais, les détails que j'avais. Tu m'as menti sur la marchandise, c'est un peu ça que ça dit, c'est violent, mais c'est un peu ça que ça dit, c'est tu m'as menti sur la marchandise ou tu n'as pas été honnête jusqu'au bout. Ce que tu racontes, ça fait un peu naître en moi des émotions contradictoires parce qu'à la fois, j'y vois vraiment une espèce d'objectification poussée à l'extrême qui n'est pas très étonnante dans une culture capitaliste. Et encore une fois, en tant que femme, je vois très bien à quoi ça ressemble, quoi. Et à la fois, en un sens, je crois que j'envie un peu cette espèce de liberté de pouvoir dire exactement moi, je veux ça, je veux pas ça. Ce qui est, je pense, quelque chose, encore une fois, quand tu es socialisée en tant que femme, qui peut te manquer. Ouais, j'entends complètement. Je pense que c'est une liberté qu'on pourrait nous envier, en fait, de pouvoir se rencontrer rapidement et ensuite de définir ses attentes et de dire moi je veux ça, puisqu'en plus oui c'est clair que ça témoigne d'une certaine affirmation de soi et de ses désirs. Le problème c'est que est-ce qu'on est vraiment tous armés pour en subir les conséquences, pour affronter ce rejet? Moi, si on vivait dans un monde où tout le monde était là en mode c'est pas grave, il m'a dit que finalement ça le faisait pas, tant pis, je rentre chez moi et tout va bien, je dirais il y a aucun problème en fait, si tout le monde pouvait se remettre de ce genre de bévue. Mais en fait, ça fait mal quand même. Enfin, à répétition, ça fait mal à la fois de se faire éconduire, sur le palier, directement sur le palier, ou même sur l'appli, de se faire ghoster, d'envoyer ses photos de parties génitales et de pas avoir de réponse derrière alors que la discussion démarrait bien. À la longue, voilà, ces rejets à répétition ou ces non-réponses à répétition ont un impact, je trouve, sur la santé mentale. Donc en fait, oui, l'affirmation c'est bien, mais en fait à quel prix et jusqu'à quand? Et est-ce qu'on ne peut pas aussi s'affirmer tout en acceptant de recommencer à zéro la rencontre quand la personne elle se présente face à nous? C'est-à-dire de dire
sur le papier tu me plaisais, maintenant voyons si tu me plais, et ne pas s'arrêter que à la simple apparence physique dans les premières secondes, quoi. Oui, tu dis ça fait mal. Peut-être je rajouterais a fortiori avec à des profils qui en fait subissent déjà du rejet dans la société en Voilà. général, quand on est queer par exemple, et qui en fait vont sur cette appli en espérant y trouver la liberté qu'elles n'ont pas forcément à l'extérieur, et se retrouvent en fait prises dans tout un tas d'injonctions et de comportements violents qui n'est pas forcément l'image sécure d'une communauté qu'on voudrait avoir pour aller mieux, quoi, quand on est minorisé. Ouais, c'est clair. Bah, justement, ce que tu disais, cette liberté de pouvoir dire moi je veux ça, moi je veux pas ça, c'est un luxe qui n'est pas attribué à tout le monde. C'est un luxe qui est attribué à quand même ceux qui rentrent dans une certaine norme esthétique, qui savent qu'ils sont aussi très désirés, très convoités sur le marché de la drague et sur Grindr. Et ça, c'est vraiment le sociologue Anthony Fouet qui le démontre dans toute une thèse. Donc c'est pas moi forcément qui le dit. Et à l'inverse, quand on est minorisé, donc quand on est racisé, gros, quand on n'est pas valide par exemple, forcément on peut pas autant se permettre d'afficher des préférences et d'être rigide dans sa recherche comme ça. Très souvent justement on s'adapte à ceux qui sont rigides. Je pense que les gens se disent moi je suis une niche, je vais pas plaire à tout le monde, donc ma stratégie c'est soit d'aller chercher ceux qui veulent cette niche-là, en fait, entre guillemets, ceux qui veulent ces critères bien précis, parce que je corresponds à un fantasme, et donc là, on n'est pas loin de la fétichisation, finalement. Oui, ça arrive beaucoup aux hommes arabes, par exemple. C'est ce que ça arrive énormément aux hommes arabes, voilà, surtout en France. Ça n'existe pas à New York, par exemple, ce fétichisme de trouver des rebeux, comme on les appelle sur l'application. Ça peut être aussi des personnes minorisées, marginalisées, qui essayent finalement de répondre à une certaine demande. Prenons par exemple l'exemple de quelqu'un qui est assez jeune, assez efféminé et imberbe, peu poilu par exemple. S'il veut faire des rencontres rapidement, il a tout intérêt par exemple à se dire passif, donc pénétrer, puisque c'est quelque chose qui va être moins toléré de sa part, vu son déficit, mais je mets des grosses guillemets dans ce que je dis, de virilité et de masculinité, d'être actif et d'être pénétrant. Donc en fait, il y a aussi des gens qui s'adaptent, qui jouent le jeu, mais un peu par dépit, pour pouvoir faire des rencontres rapidement. Et ça pose en fait de vrais problèmes de consentement, de se dire aussi est-ce que la personne avait vraiment envie de se livrer à tel ou tel acte, ou alors est-ce que c'était, comme tu dis, parce que c'est finalement la seule façon, ça peut être la seule façon d'obtenir un rapport sexuel. La question du consentement sur Grindr, de manière générale, elle est vraiment très 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 complexe à démêler parce que, comme le dit encore Anthony Fouet dans sa thèse, en fait, ce qu'on définit en amont, en discutant avant le plan dans la conversation sur Grindr, fait un peu office de contrat. Et ce contrat, il est difficile de revenir dessus une fois qu'on a la personne en face. Et c'est pareil, on peut consentir à un rapport dans son ensemble, mais ne pas consentir à certaines choses qui ont lieu pendant ce rapport. Vous pouvez consentir, par exemple, à un rapport avec un mec, vous lui avez dit sur Grindr, moi j'aime bien les mecs un peu entreprenants, un peu dominateurs, mais sans plus, par exemple. Et dans ce cas-là, c'est ok, très bien, le rapport a lieu. Et là, pendant le rapport, le mec vous met une baffe. Qu'est-ce que vous faites ? Genre, est-ce que vous aviez prévu ça ? Si vous aviez pas prévu ça, qu'est-ce que vous faites ? Franchement, je suis pas sûr que tous les mecs se disent « Ah non, désolé, là c'est pas ok, tu m'as mis une baffe, j'aime pas ça, j'étais pas d'accord pour ça. » Non, je pense que on va prendre la baffe volontiers, on va être un peu choqué, et puis finalement, on va finir le rapport quand même. Je pense que si moi je faisais l'examen de ma propre vie sexuelle, je serais pas capable de dire en fait si j'ai consenti à tout. Et c'est là qu'on en revient à la statue de la bonne victime ou pas en fait. C'est-à-dire la bonne victime finalement c'est celle qui ne voulait absolument rien de ce qui lui est arrivé et pas en partie. Donc c'est très compliqué. C'est pour ça que je cite encore Anthony Fouet, mais je renvoie vraiment à sa thèse. Lui, il avait dit dans le MeToo Gay, qui avait émergé vers 2021, il n'y avait pas d'anecdote vraiment qui concernait Grindr. Et à juste titre, c'est parce que c'est très compliqué de définir le consentement dans ce cadre de rencontre-là. Est-ce que l'application, elle fait un travail justement de sensibilisation à la question du consentement, ou je pense aussi par exemple à la question d'éventuels IST, est-ce que c'est quelque chose ? Alors, à mon sens, pas vraiment. En tout cas, il n'y a pas de message quand tu arrives sur l'application d'éducation, de consentement. Je pense que tu peux signaler des profils, mais pas forcément les signaler
parce qu'ils ont eu des comportements violents pendant un rapport, par exemple. Donc en termes de consentement, non, je pense que l'entreprise Grindr, elle a pas le nez là-dedans. Après, pour ce qui est du domaine de la prévention, c'est quelque chose de complexe. On peut dire que la Grindr fait un peu le minimum, dans le sens où elle laisse très peu les associations, par exemple, comme Aide, etc., rentrer sur sa plateforme. Moi, vendredi, je suis intervenu dans un centre Aide dans l'Essonne et il y a une salariée qui m'a dit « en fait, nous, c'est marrant parce que quelquefois, on arrive en fait à s'inscrire sur Grindr et Grindr nous autorise. Pendant une journée, on se géolocalise à un endroit et on peut envoyer des messages aux gens en leur disant venez, on a des tests VIH à vous proposer, etc. » Donc ça peut se faire un peu. J'étais très surpris parce que j'avais eu plutôt un son de cloche inverse, que les associations, elles se font souvent virer de l'application parce que finalement, c'est comme si elles faisaient un peu de la publicité, mais sans payer d'encart publicitaire. Globalement, il n'y a pas vraiment de grande prévention contre les IST. Il y a eu un réveil de Grindr au moment de le début d'épidémie de monkeypox. Ouais, ça c'est la variole du singe. Ce qu'on disait la variole du singe, donc c'était au début des années 2020. Là, il y avait des messages de prévention en mode faites attention, allez vous faire dépister, etc. machin. Mais finalement, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, à part aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, le fait de pouvoir afficher son statut sérologique et son dernier dépistage. Et là encore, ça a des effets pervers, parce que ça entraîne de la sérophobie, par exemple, donc de la discrimination envers les personnes porteuses du VIH, alors qu'elles ne peuvent pas transmettre le virus pour la plupart d'entre elles. Oui, je veux bien que tu expliques juste ça rapidement pour des gens qui ne le sauraient pas. Ouais, c'est-à-dire que quelqu'un qui vit avec le VIH, qui a été détecté séropositif, a un traitement à vie, qui fait qu'il ne peut pas transmettre le VIH. Et ça, je pense qu'il faut le répéter, il ne peut pas transmettre le VIH parce qu'il prend ce traitement qui lui permet de vivre et qui fait qu'il ne transmet pas le virus. Si jamais on affiche sur Grindr qu'on est séropositif sous traitement, du coup, mais je pense que ça fait figure de repoussoir, en fait, pour énormément d'hommes encore aujourd'hui. Ce qui est un peu absurde, parce que quand on y pense, le VIH est intransmissible, alors que si on couche avec quelqu'un qui peut-être s'est pas dépisté, potentiellement on a plus de risques. Enfin, c'est vraiment de la sérophobie pure, ce que tu décris. Oui, mais parce que séropositif fait peur, mais il faut voir aussi la peur dans laquelle on a grandi, c'est-à-dire qu'il faut se défaire à l'échelle très collective d'une peur du VIH qui était extrêmement forte, qui l'est peut-être un peu moins aujourd'hui, mais quand j'ai commencé du coup ma vie sexuelle, la PrEP n'était pas encore disponible en France, je sais même pas si elle était encore disponible aux États-Unis, peut-être ça commençait, mais moi j'ai grandi quand j'étais enfant avec les spots à la télé, avec mes parents qui m'expliquaient le sida c'est quand tu fais l'amour et que t'es pas protégé, avec peu de prévention dans les écoles, et avec cette peur angoissante. Enfin moi mon premier dépistage qui a eu lieu une fois que j'avais commencé ma vie sexuelle, j'allais vers la mort. Et je pense que là, beaucoup de gays peuvent ressentir la même chose. On allait tous vers la mort en se faisant dépister la première fois. Donc il faut se défaire à l'échelle communautaire de cette peur d'avoir le virus. Elle est tellement ancrée qu'elle est irrationnelle. Parce que le fait d'avoir peur de contracter le VIH avec quelqu'un qui est séropositif aujourd'hui, c'est une peur irrationnelle, complètement. Alors, on a vu une pratique apparaître ces dernières années, ou en tout cas se populariser un peu plus, c'est la pratique du chemsex. Et cette pratique-là, elle est pas anodine. Récemment, par exemple, je pense à des humoristes comme Noam Sinso qu'on avait reçus ici, en ont un peu, enfin, l'ont pas dénoncé, mais ont plutôt parlé des risques que ça impliquait, des conséquences que ça pouvait avoir sur les profils d'hommes gays et bi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et peut-être le lien qu'il peut y avoir avec Grindr ? Alors, le chemsex, c'est une pratique qui consiste à consommer des produits dans le but d'avoir un rapport sexuel. Ça, c'est la définition globale, et pendant aussi ce rapport sexuel-là. Après, on n'est pas sur des produits classiques, forcément récréatifs, qu'on prendrait comme ça. Il y a des produits spécifiques, notamment les catinones. Donc, pendant longtemps, il y a eu la 3-MMC, qui sont des produits qu'on cumule très souvent avec le GHB, par exemple, ou d'autres substances, qui font que, en fait, ça provoque une montée de désir très très forte. Ils sont empathogènes et entactogènes, c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire qu'en fait on désire un peu tout le monde et on a une grande envie de
proximité, d'affection, etc. Donc ce sont des produits qu'on prend dans le cadre de rapports sexuels, et souvent à plusieurs, et à juste titre, parce que c'est des produits aussi qui donnent envie de nouveautés tout le temps. Donc c'est des produits qui sont pris dans des sex parties, voilà, dans des partouzes, et qui peuvent être dangereux parce que si la consommation n'est pas maîtrisée, si elle n'est pas surveillée, ça peut donner lieu à des overdoses et à des décès par exemple. Et ensuite on peut avoir une addiction au chemsex, à cette pratique en elle-même. On peut avoir une addiction au fait de se retrouver, voilà, avec des tas d'hommes et d'avoir cette montée de désir et de vivre ce moment un peu suspendu, hors du temps. En plus, ces produits, très souvent, ils donnent la capacité d'avoir, on va dire, des rapports sexuels pendant des heures, voire des jours, sans manger et en dormant très peu. Et ça, finalement, c'est un phénomène que Grindr a contribué à étendre, à populariser, puisque la géolocalisation fait que, et le manque de modération aussi de Grindr, fait que aujourd'hui, si j'allume l'appli dans un quartier, je vais voir tous les participants, ou une grande partie des participants à une soirée chemsex par exemple, être sur l'appli et recruter de nouveaux participants. Comment on recrute ? Comment tu vois qu'ils sont par exemple à une sex party ? Alors souvent il y a des petits codes qui ne trompent personne. Par exemple, il y a 12, il y a des numéros comme, je sais pas, nous sommes 10, il y a soirée, il y a plan perché, il y a des petits emojis comme l'emoji fusée. Ça, c'est un code qui avait vraiment émergé pour montrer que en fait c'est là qu'il y a des produits. Avant il y avait le petit diamant, mais je pense que comme il y a eu un effet de modération de la part de Grindr, ils ont dû changer de code. Encore une fois, je tiens à être dans la lignée de tous ces professionnels de santé qui sont dans la prévention des risques. Je veux pas diaboliser le chemsex, ni dire que quand vous êtes recruté, c'est la fin de votre vie, mais c'est un problème à l'échelle communautaire de santé publique, puisque il y a un rapport qui dit qu'il y a à peu près un homme gay sur 10 qui a consommé, qui a fait du chemsex, et que il y a des fortes dépendances à cette pratique. Alors moi, j'ai les amis qui participent à ce genre de sex party et autres avec prise de produits autour de moi. Quand je leur ai dit qu'on allait discuter de ça, ils étaient dans quelque chose d'un peu ambivalent en disant c'est vrai qu'il faut en parler parce qu'effectivement, il y a des risques, parce que nous aussi, on s'en inquiète. Et à la fois, c'est aussi des moments qui sont géniaux. C'est aussi des moments qui existent dans un contexte où ça fait des centaines d'années qu'on moralise et qu'on persécute les personnes queer. Et donc, en gros... Ne venez pas nous expliquer ce qu'on peut faire et pas faire. Et toi, même dans ton bouquin, tu dis « J'ai peur de passer pour un peine à jouir relou qui voudrait remoraliser des pratiques ». Comment tu te situes vis-à-vis de ça ? C'est vrai que moi, j'avais très très peur de tomber dans ce discours de diabolisation. Par exemple, moi, j'ai jamais pratiqué de chemsex et c'est pas pour ça, en fait, que j'ai envie de dire faites comme moi, quoi. Mais c'est juste que, oui, il faut parler du chemsex, mais il faut replacer le chemsex dans un contexte plus global qui est à quoi ressemble la vie de gays urbains aujourd'hui. Et en fait, finalement, pour beaucoup, le chemsex, c'est pas seulement un moment récréatif, sympa, un moment suspendu avec d'autres hommes. C'est un symptôme d'une certaine forme de solitude. C'est un moyen, une béquille très très utile pour désamorcer tout le manque de confiance qu'on peut avoir envers soi-même. C'est des produits pour regagner en estime de soi, se convaincre qu'on est désirable, se convaincre qu'on peut désirer. Et c'est en ça, en fait, que ça peut devenir dangereux. Au-delà de l'aspect récréatif, c'est toutes les rustines qu'elle vient apporter dans les problématiques, dans les problèmes, dans les tourments d'une vie d'un homme gay en couple ou célibataire aujourd'hui, par exemple. Oui, et tu dis dans ton livre qu'il y a une solitude des hommes gays et des hommes bi qui est très forte. Et c'est vrai que quand on y pense, on n'a pas du tout cette image. On a cette image de groupe de mecs queer, beaucoup ensemble, qui font la fête, qui s'amusent. On n'a pas du tout cette image de solitude. Mais moi ça me fascine en fait. C'est pour ça que aussi beaucoup d'hétéros voient Grindr comme une espèce de paradis sexuel. C'est parce que, on le disait au début de ce podcast,
On dit toujours que les phases sympas, quoi. Bon, alors moi, j'ai plusieurs explications. Je pense que déjà, il faut pas sous-estimer le rôle des représentations médiatiques et culturelles. Et je pense que pendant longtemps, les gays, ils ont été largement représentés comme des hommes bien dans leur corps, musclés, et qui faisaient la fête, et qui pouvaient baiser beaucoup. Et il y avait peu d'alternatives. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que dans les films, soit c'était des gays qui faisaient la fête, soit ils mouraient du sida. Concrètement, il y avait un peu ça, moi je trouve. On commence aujourd'hui à avoir cette littérature, ces représentations médiatiques qui sont dans un entre-deux, qui sont beaucoup plus complexes. Mais dans l'imaginaire, je pense que c'est encore là. Et je pense que aussi, il y a un désir. Là, je parle pour moi, il y a un désir, au bout d'un moment, quand on a passé toute son adolescence, toute sa vie de jeune adulte à essayer de se construire, à essayer de s'affirmer, de ne pas montrer ses vulnérabilités, quoi. De se dire, bah voilà, je vis la vie que j'ai envie d'entendre, j'ai pas forcément envie de me plaindre encore une fois, j'ai pas envie de qu'on s'apitoie sur mon sort. Il y a une envie, en fait, il y a un désir d'être normal. Et en ce sens, ce désir de pas forcément être vulnérable ou montrer ses vulnérabilités, c'est aussi beaucoup un truc de mec, au-delà du fait que c'est un truc de mec gay, c'est un truc de sociabilisation masculine. Ouais, complètement. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une forme de fierté. Il y a aussi le fait que, par exemple, un gay qui a d'autres amis gays, il y a quand même, je trouve, tout cet environnement, voilà, cet univers, cette communauté un peu hyper sexualisée, où forcément, beaucoup de relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, s'inaugurent par le sexe. Et donc du coup, il y a un parfum de séduction ambiant qui est là. C'est pas facile d'être vulnérable, d'être authentique, d'être soi-même dans un contexte, selon moi, où il y a toujours des enjeux de séduction, en fait. On peut pas se permettre forcément d'être authentique, d'être soi-même. C'est pour ça que l'amitié, c'est un peu, je trouve, la porte de sortie pas mal, justement. J'avais interrogé dans le livre David Fréboulet, qui est un psychologue, sexologue, et je lui avais dit, mais dans le fond, qu'est-ce qu'il faut, quoi, pour qu'un gay, il soit bien, qu'il soit heureux, qu'il soit bien dans ses pompes. Et il m'avait dit, mais en fait, il faut pas grand-chose. Il faut quelques amis. Ça peut être même 2, même 3, même juste 4, mais très peu d'amis, mais des gens avec qui on peut être authentiquement soi-même, sans faux semblants, ou à qui on peut tout dire, à qui on peut se livrer, sans avoir un espèce de parfum de concurrence, de compétition qui plane dans ces relations amicales. Voilà, quelque chose où on peut fendre un peu l'armure. Est-ce que toi, tu conseilles aux gens de quitter Grindr ? Non, pas du tout, parce que déjà ce serait contre-productif. Je suis tout seul et ils sont 14 millions, donc en fait ce serait compliqué. Non, moi je pense que Grindr, il faut d'abord interroger la manière dont on se comporte dessus. Et moi, je suis assez surpris et agréablement surpris. J'ai fait des rencontres depuis que le livre est sorti et c'est vrai qu'il y a des mecs qui sont venus me voir en me disant « Moi, j'ai supprimé Grindr parce que j'aimais pas la personne que j'étais dessus. » Et ça, je trouve que c'est un pas énorme. C'est-à-dire que tu y restes ou que tu n'y restes pas sur cette application, avoir ce recul et observer la manière dont tu te comportes, c'est déjà très difficile à faire parce que quand tu es sur Grindr, on va dire que très souvent c'est un contexte d'excitation sexuelle. Le désir, c'est ta boussole. Tes critères hyper rigides, c'est ta boussole. Ton impatience te guide. Et donc forcément, tu n'es pas dans l'observation de ce que tu fais. C'est très compliqué. Donc déjà, il faut s'observer soi-même et ensuite, je pense qu'il faut des alternatives. Il ne faut pas que Grindr ce soit le seul moyen de rencontre, en fait, parce que ça donne une image biaisée, c'est un prisme, hein, Grindr, ça restitue assez bien les dynamiques, les logiques qu'il y a aujourd'hui dans l'homosexualité masculine, mais c'est aussi, ça exacerbe un peu ces logiques-là, et donc ça donne une image biaisée de la communauté, et je pense que avoir des alternatives, que ce soit d'autres sites, bon alors il y en a qui sont encore plus trash que Grindr, donc bon voilà, mais d'autres sites le sont moins, il y a des lieux qui existent encore, des lieux physiques. Mais il y en a moins, c'est ce que tu racontes aussi. Mais il y en a un peu moins aussi. Il y a moins de bars gays, il y a moins de lieux culturels. Il y a moins de bars gays, mais il y a des bars queer et il y a des événements ponctuels queer aussi. La festivité, elle a changé aux années de 90-2000. Donc on peut encore se rendre dans ces endroits-là. Je pense que ça rectifie un peu l'image qu'on peut avoir de la communauté. Il n'y a pas que des gens qui vont nous rejeter dès les premières secondes. Et je pense que ça apporte aussi un autre sentiment d'altérité. Et c'est une autre manière de faire de l'homo-sociabilité. Et je pense que si on arrive à se rendre dans des endroits
où justement, il n'y a pas ce parfum de séduction qui est aussi omniprésent, je pense qu'on peut se sentir un peu mieux dans ses baskets et dans ces cas-là, faire de Grindr ce qu'il est, c'est-à-dire un espace où on se rend de temps en temps pour avoir des rapports sexuels ou se faire des amis et en profiter sans que ça impacte vraiment l'estime qu'on a de nous-mêmes. À la fin du livre, tu racontes que tu es arrivé à une telle saturation de Grindr à un moment que plus rien ne t'excitait. Tu étais un peu dissocié de tes désirs, tes envies, etc. Est-ce que ça va mieux ? Au sens, est-ce que si des personnes qui nous écoutent sont confrontées à ça, est-ce que tu peux leur dire que ça peut rechanger dans l'autre sens ? Alors oui, ça peut rechanger dans l'autre sens. Après, moi je considère pas que j'ai terminé ma quête en terminant ce livre. Je pense que ma quête, je la vis encore aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, j'ai plus Grindr et je suis dans cette recherche. Bon, j'ai une vie amoureuse, ce qui déjà est un plus. Et je suis dans cette recherche aussi d'alternatives. Je pense que c'est un travail, mais en tout cas, le désir, il revient. Le désir, il revient. Mais parce que pour moi, et ça, c'est quelque chose que je commence à constater, c'est que moi, à mon échelle, je pense que ce qui m'a aidé à aller mieux, c'est de renoncer à l'abondance, pas à la nouveauté, mais à l'abondance, à cette offre infinie d'hommes sur un même écran. Moi, ça m'allait pas, en fait. À la fin, ça a fini par m'user complètement. Alors que si je me rends dans des soirées, si je me rends sur des applications qui sont beaucoup moins peuplées, par exemple, si je fais en sorte d'aller dans des endroits où il y a juste des opportunités ponctuelles, moi, je trouve que c'est comme ça que je me suis reconnecté au désir. L'abondance, l'offre infinie m'avait perdu. Merci beaucoup Thibault Lambert. Merci. Chers auditeurs, on se retrouve sur Instagram @EncoreHeureux-podcast et sur Binge Audio, binge.audio. Si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous à Encore Heureux, mettez 5 étoiles et plein de commentaires sur votre application de podcast. L'émission a été réalisée par Jude Rigaud et produite par Charlotte Bex et Marie Foulon. À bientôt.